Bonjour chers collègues, je me demandais si, toi aussi, tu avais déjà entendu parler de storytelling comme technique d'enseignement. Et si tu t'étais alors demandé de quoi il retournait au juste, ou comment le storytelling pourrait s'appliquer à ton cours, et éventuellement le rendre meilleur. En tout cas, moi, je me suis posé cette question. En quoi est-ce qu'une technique de marketing pourrait améliorer mon cours de langue étrangère ? Serais-je soudainement devenue une marchande de tomates ? Mais tu peux mettre ici tout autre produit de ton choix. En français, l'usage du terme anglais storytelling est plutôt réservé au marketing et à la communication, pas vraiment à la didactique. Et d'ailleurs, de quoi s'agit-il au juste ? Pourquoi utilisons-nous le terme anglais ? S'agit-il tout simplement de raconter des histoires ou d'autre chose ? J'ai mené ma petite enquête et d'après Wikipédia, le storytelling serait également appelé mise en récit en France, mais j'avoue que je n'ai jamais vraiment entendu cette expression, et accroche narrative au Québec. Bon déjà, mise en récit, c'est un peu différent de raconter des histoires. Cela suppose d'en construire une. En fait, tu le sais sans doute déjà, il s'agit de ce travail de communication réalisé dans les campagnes publicitaires qui racontent une histoire fabriquée de toutes pièces autour d'un produit, ou dans les campagnes électorales pour mettre en récit la vie du ou de la candidate en sélectionnant des étapes clés. C'est aussi ce dont parle Christian Salmon dans son ouvrage Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Et entre parenthèses, j'ai été assez déçue par ce livre dont le titre annonçait pour moi une étude sociétale, alors qu'il se limite, dans mon souvenir, précisément au marketing et à la politique. Or, il me semble qu'il y aurait beaucoup plus à dire sur l'envahissement de notre vie quotidienne par le concept de storytelling. Son utilisation va de la recherche d'emploi, lorsque nous réécrivons notre vie pour lui donner comme objectif ultime la candidature que nous envoyons justement en réponse à une offre d'emploi, au développement personnel pour donner un sens à notre vie. Il existe même des pratiques thérapeutiques nous proposant de réécrire notre histoire personnelle. Il n'est donc pas surprenant que cette technique qui a désormais investi de nombreux champs de notre vie quotidienne s'invite désormais en pédagogie et en didactique. Oui, mais quelle histoire sommes-nous donc censés réécrire lorsque nous souhaitons faire preuve de pédagogie ? Parce que c'est bien ce terme de storytelling que je vois souvent apparaître dans des documents et des ouvrages à destination des formateurs et formatrices, vantant ses mérites. On y parle de storytelling en soulignant que les histoires engageraient l'audience, susciteraient des émotions. Et d'ailleurs, autrefois, les valeurs, les règles et les traditions se transmettaient bien par des histoires sous forme de contes et de mythes qui nous reliaient donc à travers les époques. La dernière fois que j'ai lu ce discours, c'était dans « Donner envie d'apprendre, kit de survie du formateur ». Cet ouvrage définissait d'abord le storytelling comme l'art de raconter des histoires, avant de donner de nombreux conseils sur la manière d'en construire une. Tout cela pour nous recommander au final de piocher des histoires dans notre vie personnelle à partir d'expériences vécues ou qu'on nous aurait racontées. Et j'ai trouvé cela très intéressant pour quelqu'un qui souhaite écrire des histoires. En fait, malgré la définition proposée au début de l'art de raconter des histoires, c'était bien la manière d'en construire une qui était abordée. Or, pour moi, ce sont deux choses bien différentes. Construire une histoire, c'est un travail de scénarisation. En raconter une, c'est celui de la réalisation, du film par exemple, ou ce que fait une conteuse professionnelle, comme par exemple les griots en Afrique. Que ce soit en littérature, au cinéma, au théâtre, à la radio, les formats ne manquent pas. En plus, je ne peux m'empêcher de noter que les multiples casquettes et compétences du formateur ou de la formatrice ne sont jamais suffisantes. Maintenant, on cherche en plus à en faire un ou une scénariste accomplie. Et le pire, c'est que tout cela ne débouche sur rien de franchement nouveau au sujet de l'amélioration de l'enseignement à proprement parler. Les petites histoires et anecdotes dont on peut émailler son cours le rendent plus vivant, améliorent la mémorisation grâce à la mobilisation des émotions et permettent aussi de détendre l'atmosphère. Tout cela, c'est vrai, mais pas franchement nouveau. Mes profs de collège eux-mêmes racontaient déjà de petites blagues et anecdotes de temps en temps pour détendre l'atmosphère ou illustrer une règle. Dans ce cas, il s'agit d'une petite histoire dans laquelle une erreur grammaticale ou une confusion dans le vocabulaire a débouché sur un quiproquo. Cela permet de mieux retenir la règle ou le mot en question. Nous le faisons tous et toutes spontanément car nous sommes tout simplement humains. On parle donc bien du storytelling comme s'il s'agissait de quelque chose de nouveau, alors que l'art de conter des histoires est sans doute le plus ancien qui soit.
et est utilisé en cours depuis bien longtemps déjà par tous les formateurs et formatrices avec un peu d'expérience. On a simplement habillé un concept ancien d'un mot nouveau. D'ailleurs, tu as déjà très certainement expérimenté ce sentiment. On présente comme révolutionnaire, en exagérant un petit peu, une innovation pédagogique. Et quand tu entends les explications, eh bien tu penses peut-être, oui bon ben ça, je le fais déjà. Eh bien, tu n'as pas tort. J'ai lu assez récemment un livre passionnant au sujet de l'innovation pédagogique dans la collection Mythes et réalités. Et bon, le titre de la collection en dit déjà long. L'auteur, André Tricot, avoue avoir été lui-même surpris au cours de ses recherches pour la rédaction de l'ouvrage. Finalement, la seule véritable innovation pédagogique de ces dernières années, c'est précisément ce qu'il ne voyait pas comme une innovation avant de se pencher vraiment sur la question. L'arrivée du numérique dans la salle de classe. Alors en fait, ce qui a le plus révolutionné nos pratiques d'enseignement, ce ne sont pas les théories didactiques ou les recommandations de dernière mode, mais les technologies qui, en se glissant subrepticement dans la salle de classe, ont radicalement changé nos manières d'enseigner. Alors ce livre n'aborde pas précisément la question du storytelling comme méthode d'enseignement. Il mentionne rapidement le fait de raconter des histoires dans son chapitre consacré à l'intérêt des élèves, en affirmant que de très nombreuses connaissances scolaires peuvent ainsi être racontées. J'avoue que j'aimerais bien voir des exemples. Mais honnêtement, qui peut considérer le fait de raconter des anecdotes en cours comme une innovation didactique ? D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai eu l'impression qu'il y avait tout simplement un problème de traduction avec l'anglais. Comme je le précisais au début, en français, le terme storytelling renvoie à cette pratique marketing qui consiste à créer des histoires pour vendre un produit ou un candidat politique. On réécrit le passé en filtrant les événements pour donner un sens à ce qui se passe. On propose une interprétation simplifiée de la réalité pour en orienter la lecture. Et si on comprend storytelling dans ce sens, alors son utilisation en cours devrait déboucher sur une véritable scénarisation. Mais personnellement, je trouve assez difficile d'imaginer concrètement ce que cela pourrait donner dans un cours de langue étrangère. À la rigueur, je peux imaginer la scénarisation d'une règle de grammaire avec une personnification des éléments concernés par la règle. Par exemple, pour expliquer la différence entre les pronoms relatifs qui et que, et aussi en profiter pour glisser la différence entre pronoms relatifs et mots interrogatifs, on pourrait imaginer des personnages qui leur correspondent. Et j'ai d'ailleurs moi-même tenté cette expérience et tu trouveras le résultat ici. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais je dois dire que, de mon point de vue, cette stratégie est adaptée lorsqu'on s'adresse plutôt à des enfants, et pas vraiment pour des adultes. Dans la formation pour adultes, ce qui semble se rapprocher le plus de cela, c'est une histoire utilisée pour proposer un contexte à un projet. On va par exemple proposer une enquête intégrée à une histoire. Mais dans ce cas, l'approche didactique utilisée est bien l'approche par projet. L'histoire n'en est que l'habillage. Alors c'est un outil pour proposer le projet de façon attrayante. Dans ce cas, il me semble que c'est la traduction québécoise d'accroche narrative qui décrit le mieux l'outil utilisé. Plus qu'une méthode ou une véritable scénarisation, c'est donc à mon sens un simple habillage, un outil. Rien de renversant. Maintenant, si nous n'avons pas trouvé d'exemples concrets qui correspondent véritablement à ce à quoi on pourrait s'attendre lorsqu'on parle de storytelling en cours, demandons-nous donc à quoi pourrait ressembler un cours intégrant le storytelling et à quoi pourraient concrètement servir les histoires au-delà de l'accroche narrative en début de cours ou de l'illustration d'une règle par une anecdote, c'est-à-dire ces utilisations que je qualifierais de très ponctuelles. Parce qu'effectivement, les contes et les mythes transmettent des choses. Alors l'idée d'utiliser les histoires en cours de langue étrangère ne semble pas si farfelue. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'exemple de cours scénarisés sous forme d'histoire ? Eh bien en fait, ces choses que transmettent les contes et les mythes, ce sont plutôt des valeurs, des règles, des traditions. Pas vraiment un contenu concret pour un cours de langue étrangère en réalité. En plus, le ou la prof qui se transforme en conteur ou en conteuse d'histoire, cela pose la question de tout prof. Mon objectif est-il de distraire mes apprenantes ou apprenants pour m'en faire aimer ou de leur transmettre un savoir ? Être un prof charismatique qui sait captiver son public en racontant des histoires, un peu à la Robin Williams en John Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus, cela peut fonctionner si on cherche à transmettre des valeurs plus que des savoirs ou des compétences. Et d'ailleurs, tout l'enseignement de John Keating dans le film se résume assez succinctement par « penser par soi-même ».
Même si on peut discuter au final pour savoir si les élèves apprennent véritablement à penser par eux-mêmes ou plutôt à penser comme leur prof. C'est un peu paradoxal car de nombreuses personnes ont jugé ce film très marquant et considèrent le professeur incarné par Robin Williams comme un modèle. Or, il faut se rendre à l'évidence. Son programme est tout de même assez léger et ses ambitions, somme toute, assez modestes. Et d'ailleurs, moi, cela me fait penser à un collègue. Je vais donc te raconter une petite histoire de ma vie personnelle. À une époque pas si lointaine, j'ai tenté d'apprendre le japonais. À ce moment-là, je co-dirigeais un centre de langue universitaire et nous avions justement un professeur de japonais que les étudiantes et étudiants adoraient. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de m'y mettre et je me suis inscrite au cours intensif que j'avais moi-même organisé. Et oui, parfois, co-diriger un centre de langue universitaire peut avoir ses avantages. Et moi aussi, j'ai adoré ce cours, rythmé, vivant, distrayant, motivant. Puis, le cours intensif s'est arrêté. Le prof était tellement motivant, le groupe tellement motivé, que nous avons trouvé un accord pour pouvoir continuer les cours à un rythme moins intensif, en privé, avec le même professeur. Malheureusement, pour ma part, je résidais dans une autre ville et j'ai manqué de plus en plus de cours. Je me suis donc dit qu'il serait pertinent de m'inscrire à un cours qui aurait lieu dans ma ville. Et oui, mon histoire se passe avant la pandémie de la Covid, en ces temps reculés où les cours en ligne n'étaient pas un automatisme. En Allemagne, lorsqu'on veut apprendre quelque chose en général, et une langue en particulier, le plus simple, c'est de regarder le programme de l'université populaire la plus proche, qui propose en général des cours dans des domaines très variés, à des prix imbattables puisque subventionnés. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai trouvé un nouveau cours de japonais, dont la prof était beaucoup moins distrayante que mon collègue de l'université. Elle nous faisait faire des choses inconfortables. Rends-toi compte, elle nous obligeait à construire nous-mêmes des phrases et même à lire des textes à voix haute. Un comble! C'était difficile! Et surtout, c'était beaucoup moins amusant. Mais peut-être que tu vois où je veux en venir. Je me suis aperçue qu'en réalité, je n'avais finalement pas appris grand-chose dans ce cours tellement distrayant. C'était un moment très agréable, ça c'est certain. Et j'ai aussi appris quelques petites choses tout de même, bien sûr. Mais rien à voir avec un vrai cours de langue qui me mette dans la situation pas toujours confortable de devoir faire des efforts et qui me permettent ainsi de faire des progrès. Alors oui, ce deuxième cours était clairement beaucoup moins divertissant et pourtant j'ai appris bien plus de choses en le suivant. Tout ceci m'amène donc à cette question. Quel est ton objectif en tant qu'enseignant ou enseignante? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé vers cette profession? Es-tu en mal d'attention? Être prof est-il pour toi une manière de compenser une carrière d'artiste ratée? Souhaites-tu en réalité faire ton show pour être au centre de l'attention de tes élèves et qu'ils ou elles t'applaudissent à la fin? Ou alors te rendre hommage en montant sur les tables, comme dans un film déjà cité? Ou alors véritablement de leur enseigner une matière? Parce que dans ce deuxième cas, je laisserai l'art de conter des histoires aux conteuses professionnelles. Tu pourrais même en faire venir dans ta classe, qui sait? Parce que oui, maintenant que nous avons bien mis les pieds dans le plat sur les motivations qui peuvent pousser un ou une prof à raconter des histoires et sur les effets même délétères que cela peut avoir sur l'apprentissage, nous allons parler d'une autre utilisation possible des histoires en cours. Car on peut tout simplement les utiliser comme support didactique. Et c'est vrai qu'en langue étrangère, cela tombe un peu sous le sens. Grâce à une histoire, on va pouvoir aborder du vocabulaire, de la grammaire, bref, tout ce qu'il faut pour parler. On peut aussi l'écouter, la lire, la résumer à l'oral ou à l'écrit, donner son avis, anticiper la suite. Bref, je ne vais pas tout passer en revue ici, toi-même tu sais. D'ailleurs, je me souviens que mon livre d'allemand du collège, je me souviens de mon livre d'allemand du collège, je t'assure, utilisait un peu ce principe puisque chaque unité racontait une histoire par épisode, avec des personnages qui revenaient dans tout le manuel. Ce qui explique peut-être d'ailleurs pourquoi je m'en souviens encore aujourd'hui. Comme j'étais au collège dans les années 90, tu vois qu'on ne parle pas exactement d'innovation pédagogique, ni vraiment de storytelling d'ailleurs, la technique de marketing, mais bien tout simplement de raconter des histoires. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a un problème de traduction tout simplement. Le français part d'un autre sens qu'il a donné à storytelling. Et dans ce cas, ce serait peut-être effectivement l'occasion d'inviter un ou une conteuse professionnelle dans ta classe, car l'art de conter des histoires est bien un art. Nous en revenons donc au sujet de l'art dans ta classe de langue étrangère, et comme j'ai déjà tourné une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la consulter.
Faire venir un conteur ou une conteuse professionnelle, cela évite aussi aux profs d'avoir à acquérir encore une nouvelle compétence de conteur d'histoire professionnelle. Cela lui permet de se concentrer sur ce qu'il ou elle fait de mieux, a priori, enseigner. Et oui, c'est moins amusant et moins drôle que de faire l'objet de l'admiration de ses élèves parce qu'on leur permet de se divertir et de passer un bon moment. Mais le ou la prof qui fait cela, quel besoin de reconnaissance comble-t-il avec ce comportement ? Être apprécié de ses élèves, est-ce une fin en soi ? N'est-on pas enseignant ou enseignante pour transmettre des compétences en incitant ses apprenantes et apprenants à tester de nouvelles choses, ce qui n'est pas toujours agréable ? Alors oui, cela suppose d'avoir le courage d'accepter de ne pas être apprécié tous les jours. Apprendre, c'est sortir de sa zone de confort et comme le nom l'indique, cela n'est pas confortable. Cela n'est pas tous les jours simple et divertissant, sinon il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'apprentissage. D'ailleurs, est-il souhaitable d'intégrer le storytelling dans les cours ? Avec lui, on propose une interprétation simplifiée de la réalité pour en orienter la lecture. De fait, on se trouve sur la pente savonneuse vers la fake news. Bien sûr, nous avons sans doute besoin de filtres d'interprétation du monde, parce que le réel est trop complexe à gérer dans son intégralité. Mais il me semble que le glissement vers la fake news est déjà inclus dès le départ dans le concept de mise en récit, car où s'arrête la reconstruction ? On a le droit de passer des faits sous silence, mais pas d'en inventer ? Le mensonge par omission est permis, mais pas le vrai mensonge ? Et c'est d'ailleurs précisément ce que suggère le dernier ouvrage de Christian Salmon avec son titre « L'ère du clash ». Malgré l'admiration perceptible de l'auteur pour le storytelling d'Obama et sa condamnation du système Trump, et malgré le fait qu'il tente d'opposer les deux, il me paraît clair qu'il y a une suite logique de l'un à l'autre. Si nous en arrivons à inclure avec bien du retard par rapport au reste de la société le storytelling dans les cours, alors quelle sera pour nous la prochaine étape ? Bref, si on comprend storytelling en bon français comme l'art de raconter des histoires, je pense qu'émailler son cours d'anecdotes le rend plus vivant et permet de mieux mémoriser les règles ainsi illustrées. Je pense aussi qu'on peut faire appel aux histoires comme support didactique. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il soit souhaitable, ni même vraiment possible d'ailleurs, d'intégrer l'approche marketing du storytelling dans un cours. Et surtout, je pense qu'un ou une professeure devrait se concentrer sur son cœur de métier, enseigner, sans chercher forcément l'approbation, voire l'admiration de ses élèves. Alors, assez raconté d'histoire. À la prochaine!